Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo très particulière. Oui, vous aimez cette phrase, je sais, car il s'agit d'un vlog. Pas le vlog à la cool que j'ai fait pour mon voyage à Paris l'année dernière, mais cette fois-ci un vlog plus informatif sur la motte de la haie Joulin, où je suis allée en juin de l'année dernière lors des journées archéologiques. Alors je ne vais pas vous saouler en voix off tout le temps, ne vous inquiétez pas, mais avant de laisser la parole aux intervenants que j'ai rencontrés là-bas, je jugeais bon de vous faire une introduction sur ce site archéologique et historique. Alors, quel est cet endroit ? Eh bien, il s'agit d'un château à motte, un château destiné à la défense, entièrement réalisé en bois et utilisé surtout dans les 11e, 12e siècles. La haie Joulin se trouve à Saint-Sylvain d'Anjou, qui se trouve en... Si tu as dit en Corrèze, c'est que tu n'as pas suivi, C'est donc en Anjou, près d'Angers et à 1 heure de Nantes, en pleine Cambrousse. Selon les recherches, il y aurait donc eu ce type de motte castrale sur ce site entre le 12e et 13e siècle, à 500 mètres du site actuel. En 1979, la mairie acquiert le lieu pour construire ce château à motte, et ce sont Caroline Buffet et Jean-Philippe Bouvet qui doivent réaliser des recherches pour restituer ce château. Les travaux s'étaleront de juillet 1988 à juin 1992. Il s'agira donc d'un des premiers lieux de restitution archéologique permettant de rendre compte des bâtiments médiévaux disparus aujourd'hui puisque le bois est périssable. Le site est alors devenu un centre important de documentation et d'animation sur la vie du XIIe siècle, avec la venue régulière d'associations. Quand j'avais 10 ans par exemple, il s'agissait des Plantagenets. Une association est liée à ce site, qui est la Mesnie Joulin, un groupe de passionnés qui viennent régulièrement sur le site, en famille ou entre amis, voire même y vivent, pour se mettre dans la peau des habitants du Moyen-Âge et pour parler de la vie quotidienne de ces derniers. Et c'est donc à eux que je vais laisser la parole dans ce vlog, qui vous plaira j'espère, et vous donnera envie d'y aller si vous n'habitez pas très loin. Donc ce qu'on a tenté de reconstituer là, c'est à partir de fouilles de différents endroits. La maison seigneuriale, c'est Mireville, un petit village de Normandie. Le bâtiment des Militesses, là, celui qui montre son pignon, là, c'est Mireville aussi. Et puis ces deux bâtiments-là, ce sont deux sites allemands, dont j'oublie toujours le nom. Allemand. Voilà. Donc une bergerie, on va la voir ensemble, et puis la fameuse grange. Elle sert à beaucoup de choses, notamment mes domestiques, quand ils ont des travaux à faire l'hiver, aiment bien venir travailler là parce qu'ils ont la chaleur des animaux juste à côté. Et donc ça leur permet d'être un tant soit peu au chaud. Et puis ils ont leur habitation. Voilà, donc des banquettes. Celle-ci n'est pas équipée de ses paillasses, mais les deux autres ont leurs paillasses. Ce sont des sacs qu'on remplit de paille régulièrement. Alors quand elle est trop écrasée, usée, on la change, on la vide et on remet de la paille fraîche. Un foyer, ce qu'on appelle au sol, la fumée s'échappe par le trou là-haut. Alors sachant que ici on a un peu triché parce que l'intérieur est recouvert de planches. Mais dans les vrais bâtiments, vous êtes directement sur le chaume. Et quand vous êtes sur le chaume, on ne fait pas d'ouverture. On laisse la fumée s'échapper à travers le toit. Ça a un avantage, c'est que ça traite contre les insectes et les rongeurs. Parce qu'un toit en fumée, en général, les animaux ne vont pas y faire leur nid. Et donc ça traitait le chaume. Normalement, il n'y a pas de jardin dans mon château, pour plein de raisons. J'ai des médicinales. Les médicinales, on va les cueillir dans les bois et dans les prés. J'ai des tinctoriales, et puis des plantes qui servent autour du tissu, du textile. Celles-ci, là, ce sont ce qu'on appelle des potagères qui vont nous servir pour nos repas. Donc c'est pareil, vous voyez, un château comme ça, c'est entre 15 et 40 personnes. J'ai pas de quoi nourrir 40 personnes toute l'année. Et puis là-bas, ce sont les condimentaires, celles qui vont nous servir à donner un peu de goût à la nourriture. Moyen d'acheter plein d'épices. Donc j'en ai peut-être un peu. Je vais les utiliser quand je vais recevoir un autre seigneur. Je vais un peu montrer quand même mon statut. Mais le reste du temps, comme mes serviteurs au château, on a besoin quand même de mettre du piquant à la nourriture. Et le réfort est très bien pour ça, puisque la racine séchée, vous la grattez et vous allez avoir une poudre. Et la poudre, en fait, donne petit goût quand même assez fort à la nourriture. Hamelin, tu l'as vu? Enguerrand, mon archer. Ah, Hamelin, je vous confie nos autres. Hamelin vient d'avoir l'épée de fer pour ses 14 ans. Parce que on a le droit à l'épée de fer qu'à partir de 14 ans quand on est fils de seigneur. Avant, on s'entraîne mais avec l'épée de bois. Ici, on peut distinguer plusieurs types de protection. Il y a d'abord le haubert de maille. C'est un vêtement en maille qui pèse en tout 30 kg à peu près.
avec tout l'équipement, parce que au XIIe siècle, il y avait on avait des chausses, avec des chausses comme le gambison. Ça c'est un gambison, on le met sous l'auberge de maille. Donc ça tenait très chaud, donc les combats ils duraient pas plus de 10 à 20 minutes, pas plus. Ici on peut loger au moins 10 personnes, parce qu'à l'époque tout le monde dormait assis. Parce que quand on était allongé, c'était comme si on était mort. Et une brogne, donc c'est un vêtement en cuir. C'est ce que portaient les archers, les paysans quand ils partaient en guerre. Pour se dire qu'un château comme ça ne pouvait pas attaquer un château comme le château d'Angers, c'est parce que d'abord il n'y avait pas beaucoup de personnes et le seigneur il est trop petit pour avoir beaucoup d'armement. Donc ici on pouvait trouver un haubert de maille pour le fils du seigneur et encore, et sinon c'était que des gants. En épée, il y a d'abord ça c'est une épée 12e, on la remarque avec sa forme en ovale, enfin en amande. Ça a été exprès pour le spectacle. Ah oui, d'accord. En lance, il y a différents types de lances, donc ça c'est une lance d'entraînement ou une lance de garde, donc on la remarque avec son blunt. Ça c'est une lance de combat, donc elle aussi on la remarque parce qu'elle est un peu plus, elle est un peu plus petite que la lance d'entraînement, mais la lance de chasse elle est beaucoup plus petite, donc ça servait de protéger comme ça pour aller loin. Et faut te dire qu'à l'époque on ne tuait pas les personnes, on essayait de prendre une rançon, on les faisait prisonniers pour prendre une rançon. Parce qu'à l'époque, c'était plus l'argent qui comptait et pas le massacre. Là, il y a une lance de chasse. On la remarque, on la remarque parce qu'elle est plus petite et elle est plus légère pour pouvoir mieux la lancer. Et on la remarque aussi avec la garde. C'est pour pas que la lame s'enfonce trop loin dans l'animal. Ah oui, on sent déjà que c'est déjà plus... Vous pourrez essayer le lit. J'ai matelas de crin, hein. Ah oui. Beaucoup plus confortable que chez les paysans. Le petit se met au milieu, parce que pour lui, ça fait comme une couverture, ses parents. Du coup, ça le réchauffe. D'accord. Et après, les plus grands, ils tombent par terre. À 7 ans, ils partent dans la maison, dans les Milites ou dans le royaume d'à côté. Je m'excuse, je passe parce que j'ai besoin d'approcher de ma cruche magique. Arthur a dû vous la présenter, ma cruche magique. Oui, il nous a dit qu'elle transpirait. C'est ça. Et comme elle transpire, Elle a de l'eau froide. elle rafraîchit l'intérieur. D'accord. Évaporation, refroidissement. C'est la seule qui fonctionne sans électricité. Mais c'est une terre particulière. Non, c'est juste qu'elle n'est pas vernie. Ah oui. Il ne faut pas qu'elle soit vernie, sinon elles ne le feront pas. Vous voyez, vrai. posez vos mains dessus, vous allez voir. Ah ouais. Et elle laisse passer un tout petit peu d'eau. Donc cette eau qui vient à l'extérieur de la terre, forcément s'évapore. Oui. Plus il fait chaud, plus elle s'évapore. Plus elle s'évapore, plus elle refroidit. Dans des poteries, alors on n'a pas de source, hein, mais dans des poteries de ce genre-là, l'été on conserve aussi le beurre dans l'eau. Et il faut que votre terre soit aussi poreuse. Et donc vous allez mettre de l'eau. Vous avez une partie couvercle, si on veut, avec un réceptacle, soit circulaire, soit rectangulaire, dans lequel on a mis le beurre, et on le retourne. Donc le beurre reste tout le temps dans l'eau, et comme la terre, il faut qu'elle soit poreuse. Et donc du coup vous aurez cette fameuse évaporation, et donc vous allez refroidir l'eau, et donc votre beurre normalement ne se mettra pas à fondre. Je vous jure, la laine protège du soleil. Moi, là, si je reste en plein soleil, l'extérieur de ma cape, lui, il sera brûlant. Oui, très chaud. Oui, mais par contre, ça protège, oui, d'accord. Mais en dessous, ça l'isole. Donc moi, j'ai pas chaud, ça m'isole. C'est une façon très moderne de penser que quand on a trop chaud, il faut avoir le minimum. Oui, c'est vrai, oui. Mais en fait, on l'a pas vécu comme ça. Vrai, oui, aussi parce que, par exemple, le torse nu en plein champ, pour faucher ou récolter, je peux vous dire que c'est pas bon. On garde au minimum une chemise, quoi. Mais on le voit pourtant dans les gravures, les représentations.
Ce qu'on fait souvent, c'est qu'ils ont descendu leurs chausses Ouais. et ils les ont roulées. Donc elles sont là. Ah, ouais, Elles D'accord. sont roulées. Donc du coup, ils ont que leurs braies. Ah, d'accord. Par Ouais. contre, ils vont avoir à minima le brai, les braies et souvent vous les verrez en chemise. Torse nu, D'accord. on en voit, mais pas tant que ça. Et puis, alors moi je suis seigneur, donc de toute façon je peux même pas me permettre de me promener, ne serait-ce qu'en brai et en chemise, pas devant ma ménie, pas devant les gens. Ouais. Donc je vais forcément avoir un minimum de vêtements sur moi. Donc forcément, mes brais, mes chausses, ma chemise, mon plio, ça c'est le minimum. Et je vais avoir une cape en général justement aussi pour montrer mon grand. Oui, c'est Et ça. je la porterai sur le côté, donc avec la boucle sur le côté. Alors D'accord. en fonction des régions, on a côté droit ou côté gauche. Nous on utilise plutôt le bras, on libère le bras droit. Ouais. Et si on a besoin d'utiliser l'épée, en fait on va ramener la cape comme ça Derrière. et on utilise le bras. Et D'accord. puis, comme on fait pas mal de recherches, Dame Sand, qui est une spécialiste du costume qui va venir tout à l'heure, là, Ouais. elle a eu la chance de pouvoir monter sur la façade de la cathédrale d'Angers parce que les statues 12e étaient en restauration, début 12e. Et elle a pu prendre des détails de sculpture à cette distance-là, quoi. Donc, elle a trouvé sur la cape d'un noble, d'une sculpture, un tout petit rond comme ça sur le vêtement. Et donc, elle l'a identifié comme étant sans doute une fibule. Oui. D'accord. Vous voyez, elle est à peu près à cette hauteur-là. Donc moi je l'ai essayé pour voir. Alors j'ai posé la fibule sur mon vêtement. Donc vous le repliez comme ça à peu près. Ouais. Voilà. Et vous attachez ici avec la fibule, donc ça vous libère le bras gauche. Ah, D'accord. Vous gardez quand même la cape parce que il Ouais. faut rester décent. Ouais. Mais en même temps vous libérez votre bras gauche. Ouais. On va utiliser de la fibule partout. On trouve de la boucle au 11e ou 12e, mais curieusement la bouclerie elle est en général plutôt dans les accessoires d'harnachement de chevaux. Et là on va avoir des pièces en cuir, parce que nos ceintures elles sont pas en cuir. À notre époque, nos ceintures elles sont tissées. On n'a pas de ceinture en cuir. Ouais. Sauf peut-être les ceintures de nos fourreaux d'épée, mais sinon on n'a pas de ceinture en cuir. Donc on voit bien que le cuir c'est quand même plutôt vers du harnachement ou de l'équipement militaire, mais pas de l'équipement de civil. Je vous laisse donc sur ces dernières images, donc l'Enguerrand, l'archer en train de tirer ses flèches, pour vous dire que je n'ai pas retrouvé les vidéos où ça se passait dans la motte, où l'on expliquait le fonctionnement de la motte, donc c'était vraiment le plus intéressant. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, ce que j'ai supprimé par mégarde, je n'en sais rien, ça c'est mon talent habituel. Tout ça pour vous dire donc que ce vlog s'achève donc ici, et que je vous invite, si vous n'habitez pas très loin bien évidemment, à aller à la motte de l'Aïjoulin par vous-même, notamment aux journées archéologiques qui vont pas tarder à arriver, ça vous permettra de découvrir ce lieu. Donc je vais en profiter pour vous faire l'écran de fin, hein, donc c'est-à-dire vous inviter évidemment à vous abonner, à partager la vidéo, voilà, ça aidera aussi la motte à se faire connaître un petit peu, à regarder ma dernière vidéo, à commenter si ça vous a plu, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir quand on n'est pas très bien référencé, et je vous retrouve le mois prochain pour la prochaine vidéo. Salut!